Le 7 février 2000, j'ai été victime d'un accident de ski. Alors, enfin, victime, c'est pas moi qui le dis, parce que en fait, c'était un grand concours de testostérone. Imaginez, je suis là, à Voriaz, avec mon grand frère, mon petit frère, mon cousin, un de mes meilleurs potes. Et ça fait depuis qu'on a 4-5 ans qu'on se tire la bourre, à celui qui skie le plus vite, à celui qui saute le plus haut. Mais cette année-là, je me sens bien. Je me sens conquérant, je fais des super sauts. Et donc là, on décide d'aller skier l'après-midi, juste entre jeunes. Nos parents, nos oncles et tantes nous attendent, parce qu'il faisait pas très beau. Et comme il fait pas beau, on se réfugie dans un parc de surf. Donc évidemment, à l'entrée du parc du surf, il y a écrit « exclusivement réservé aux surfeurs », ça tombe bien, nous sommes skieurs. Et on fait des sauts, et puis on se rapproche de l'heure de rendez-vous, on devait tous aller au cinéma vers 17h. Et puis mon grand frère nous dit allez les gars, dernier saut, je m'élance d'abord, puis avec Ben, notre petit frère, et Max, notre cousin. Et puis Stan et Mickaël, vous finissez, puisqu'en plus, il s'avère que c'est nous les plus barjots de la bande, les meilleurs sauteurs. Donc voilà, l'idée c'était de nous départager, de savoir enfin qui a le plus de testostérone. Et moi j'étais persuadé que c'était moi. D'ailleurs je suis toujours persuadé que c'est moi. Et à ce moment-là, eux font leur saut, des petits sauts de cabri, et puis nous attendent en bas de la bosse. Et Stan s'élance, il y a 3 sauts à la suite, des big air pour ceux qui sont un petit peu riders. C'est des sauts qui montent à la verticale, vous descendez comme ça, vous montez à la verticale, vous faites une figure, il y a un petit plat sur l'eau de la bosse, et vous atterrissez dans la descente. Stan s'élance, premier saut, très beau saut, compact. Deuxième saut, il freine un peu entre les deux, beau saut, compact. Puis troisième, le final, et là, vraiment, je me dis, putain, là, il y a de la testostérone. Et puis c'est à mon tour. Et là, je sais, ils sont tous derrière, ils attendent qu'une chose, c'est que je l'éclate, notamment parce qu'il y a mes frères et mes cousins qui sont plus proches de moi que notre pote, la famille d'abord. Et donc là, à ce moment-là, moi, je m'élance, je pousse sur mes bâtons, je fais ce premier saut, beau saut, compact. Puis le deuxième saut, mais moi, j'ai envie de le battre aujourd'hui, donc je freine pas entre les deux sauts. Et donc j'arrive très vite, et là je fais le deuxième saut. Je me rétablis, je monte à 4-5 mètres, c'est déjà assez haut, mais je me rétablis. Mais je sens que je suis en train de perdre un peu l'équilibre. Et puis là, ça se passe en une microseconde, je me retrouve face à un mur, le troisième saut. Et vous savez, vous avez tous fait, j'imagine, des montagnes russes, des grands 8. C'est pas tant la descente qui est flippante, c'est au moment où ça remonte, cette sensation comme un train qui vous rentre dans le ventre. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai pas freiné. Le bon sens aurait voulu que je freine, mais à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est pour moi, c'est mon jour, je vais les battre, je vais le battre, et je vais leur montrer à quel point c'est moi le plus fort, du haut de mes 18 ans. Lui a 21 ans, mon grand frère a 20 ans, j'ai envie de prouver, j'ai envie de m'émanciper, j'ai envie de m'envoler. Et pour le coup, je me suis envolé. Je suis monté à 8-10 mètres de hauteur. Et là, dès le saut, mon grand frère a commencé à courir, à sprinter, parce qu'il a vu qu'il y avait un espèce de pantin désarticulé. J'ai perdu connaissance au moment où je me suis envolé. Et au lieu d'atterrir tranquillement dans la descente, je suis tombé à côté de la bosse, sur une plaque de verglas, à 8-10 mètres de hauteur. Et donc à ce moment-là, j'ai été emmené tout de suite au poste de secours d'Avoriaz, là où on skiait. Ils ont fait les premières radios. Et donc fracture du fémur droit, double fracture du fémur gauche, mais surtout fracture de la colonne vertébrale, la 11e et la 12e dorsale. Là, je suis emmené à l'hôpital de Genève, qui est l'hôpital le plus proche, et donc s'opère, qu'à le dire, une opération qui dure 9 heures, où là on me met des plaques et des vis dans les jambes et dans le dos. 2 jours plus tard, moi je suis toujours dans le coltard imaginé, c'est 4 jours où j'étais conscient, mais où je n'ai aucun souvenir. Ce que je vous raconte, c'est ce que m'ont rappelé et mes proches, voilà, ce qu'eux ont vécu à travers moi. 2 jours plus tard, en soins intensifs, parce que j'étais en soins intensifs, a peut-être commencé ce parcours de reconstruction, pas de rééducation encore, mais de reconstruction collective. Parce que quand vous êtes victime d'un accident de la vie, c'est pas uniquement la personne qui a eu l'accident qui est victime, c'est tout votre entourage, c'est tous les gens qui vous aiment. J'avais au moins ma famille, en tout cas, qui m'aimait à l'époque. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques personnes qui m'aimaient pas trop, mais en tout cas, ma famille m'aimait, et plutôt beaucoup. Et au bout de 2 jours, je suis en soins intensifs, imaginez, je suis allongé comme ça, dans un endroit où il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est extrêmement violent comme endroit. Tel le Christ, allongé comme ça, avec des tubes un peu partout. Et donc imaginez, alors oubliez tout ce que vous avez consommé dans votre adolescence, ou ce que vous consommez d'ailleurs actuellement, parce que vous êtes encore tous très jeunes. La morphine, c'est le top du top. J'étais défoncé à la morphine. Et donc à ce moment-là, je plane réellement. Et donc arrivent mes parents, mes oncles et tantes, mes frères, mes cousins. Et là, je me lance dans une imitation. Alors vous êtes peut-être un peu jeunes pour la plupart d'entre vous, mais je vous conseille la trilogie du Parrain et Marlon Brando dans Le Parrain. Vous savez, celui qui parle un peu comme ça. « Je vais tuer la famille adverse. » Et en fait, moi, je pars dans une imitation comme ça. Donc j'appelle mon frère, je fais « John, tu vas aller détruire la bosse. Toi, Ben, tu vas aller tuer le directeur de la station de ski. » Et je suis comme ça fait 48 heures que je suis allongé, que je suis paralysé des membres inférieurs, parce que la fracture de la colonne vertébrale a entraîné chez moi une paraplégie. Et donc, à ce moment-là, il y a un fou rire. Et c'est qu'avec un peu de recul, que quelques mois après, je me suis rendu compte que c'était le point de départ de cette reconstruction collective. Je rentre à Paris, quelques semaines à l'hôpital, très dur, très très dur, parce qu'en fait, vous avez le corps d'un adulte,
J'ai 18 ans, presque, d'un adulte. Et surtout, l'autonomie d'un enfant d'1 an. Donc je ne savais pas m'habiller tout seul, je ne savais pas me laver, je ne savais pas faire mes besoins, je ne savais pas manger, je ne savais pas me laver les dents, je ne pouvais rien faire tout seul. Donc c'est une situation extrêmement compliquée dans la vie d'un homme, d'une femme bien sûr, de se retrouver dans une telle situation de dépendance. Et puis c'est de l'angoisse. À quoi ça ressemble la vie d'un mec en fauteuil? Moi j'ai 18 ans, j'ai jamais vu de gens handicapés. Ça fait 17 ans que j'ai eu mon accident à l'époque, moi j'en voyais jamais, on n'en a pas beaucoup plus aujourd'hui. Et donc j'attends avec impatience l'après, et l'après c'est le centre de rééducation. Donc je pars pendant 9 mois en centre de rééducation. Et là, en fait, c'est un sentiment particulier, c'est que vous attendez à que ce soit des moments difficiles, extrêmement difficiles, et en fait, pour moi, ça a été des moments extraordinaires. Imaginez, vous avez un joker de 9 mois. Enfin, un joker de 9 mois. Et donc, pendant 9 mois, faites ce que vous voulez. Enfin, il y a un cadre, effectivement, c'est une prison dorée, vous n'avez pas le droit de partir le week-end sans autorisation, vous avez le réveil le matin, le coucher à telle ou telle heure, mais toute la journée, vous avez une espèce de joker, c'est-à-dire que moi, j'avais un voisin de chambre tétraplégique qui ne pouvait pas rouler ses joints. Il m'a appris à rouler ses joints, lui couper son shit avant de son shit. C'était le deal pour que moi, je puisse fumer gratuitement. Alors, c'est parti de la rééducation, les douleurs neurologiques. Évidemment, on avait besoin de fumer, et beaucoup. Mais à ce moment-là, qui va vous dire, à ce moment de votre vie, c'est pas bien ce que vous faites, arrêtez de fumer? Non, laissez-nous tranquilles. On a besoin de passer par ça. C'est une époque où j'ai perdu 20 kilos, donc je faisais que bouffer, mais bouffer des trucs qui me faisaient kiffer. Alors, même si la cantine n'était pas extraordinaire, mais simplement, je faisais ce que je voulais. Et puis surtout, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qui me fait le plus peur aujourd'hui? C'est quoi? C'est d'être dans un fauteuil roulant? En fait, non. À 18 ans, et je ne crois pas que j'étais plus obsédé que vous tous dans la salle, c'était en fait de plaire. Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais pouvoir séduire? Est-ce qu'on va avoir envie de me séduire? Est-ce qu'on va envie de faire l'amour avec moi? Est-ce qu'on va vouloir m'aimer? Alors l'amour, c'est venu plus tard, je ne me posais pas vraiment ces questions, c'était beaucoup plus primaire que ça, à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va sortir de cette zone de confort où on est materné, notamment par le service, par les soignants. Et donc, ça a été une espèce de quête frénétique où je suis sorti avec... Alors, quand je dis sorti, c'est la façon propre de dire que voilà, j'ai baisé la terre entière, mais je me suis fait baiser et j'ai baisé la terre entière. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais besoin de conquérir le monde, j'avais besoin de vous prouver à tous qu'une personne handicapée, c'est pas forcément une personne asexuée, que c'est une personne qui peut désirer, c'est une personne qui peut vous faire plaisir, c'est une personne à qui vous pouvez donner du plaisir. Et pour moi, c'est un des plus grands tabous. Et donc, je me suis reconstruit comme ça, pendant de nombreux mois, nombreuses années. Pas toute ma vie, entre-temps, j'ai construit d'autres choses. Et puis, il a fallu sortir de ce centre de rééducation. Et quand je suis sorti du centre de rééducation, la première fois que je suis sorti, c'est mon grand frère qui m'a forcé, j'avais pas envie de me confronter à vous. Vous, valide, vous, société discriminante, alors pas vous personnellement, mais la société discriminante vis-à-vis des personnes handicapées. Et donc, il m'a emmené, on est sorti dans notre quartier, et à peine 50 mètres passés, il y a une dame qui me regarde. Et elle me regarde avec un regard rempli de toute la misère du monde, de pitié, de compassion. Vous savez, ce regard de... Et on se croise et elle continue à me regarder comme ça. À cette époque-là, je n'étais pas encore autonome, mon frère me poussait, et là, bizarrement, j'ai été pris d'un élan d'autonomie. J'ai poussé mon fauteuil, je l'ai rattrapé, je lui ai attrapé le bras très fort, et je lui ai hurlé dessus. Mais hurlé dessus parce que j'étais triste, je me sentais agressé, je trouvais ça extrêmement violent. Je me suis dit, c'est ça la vie que je vais avoir? C'est ça l'image que je renvoie? Alors que je n'ai pas avoir l'impression de renvoyer ça. Donc imaginez mon frère qui se retrouve avec une dame d'une quarantaine d'années en train de hurler parce qu'un mec en fauteuil est en train de lui faire mal au bras. « Laissez-moi, au secours, au secours !» Et moi je suis là et je suis comme un fou. Bon bref, ça s'est bien terminé, elle est partie en pleurant. Et donc à ce moment-là, je savais que ça allait être compliqué. Et le sport m'a énormément aidé. J'étais ancien joueur de tennis et je suis devenu assez rapidement joueur de tennis en fauteuil professionnel. J'ai eu une ascension extrêmement rapide. J'ai été en 2004 médaillé aux Jeux d'Athènes, donc 4 ans après mon accident. J'ai eu le bronze et l'argent. En 2005, j'étais numéro 1 mondial en simple et en double. Et puis en 2008, ça a été la consécration. J'ai eu ma première médaille d'or aux Jeux de Pékin en double. Et pendant toute cette période-là, en fait, je me suis rendu compte, en voyageant à travers le monde, que j'étais un putain de privilégié. Mais pas uniquement au sein de la minorité à laquelle j'appartiens, mais au sein de vous tous, au sein de l'humanité. La liberté d'avoir accès à tout ce que j'ai envie d'avoir accès, à tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui me rend heureux. Parce que finalement, de quoi on parle? On parle de bonheur. C'est quoi la vie? C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous motive au quotidien d'entreprendre tout ce que vous faites? C'est d'être heureux. En tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est comment je vais m'éclater aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que je vais être le plus heureux possible. Alors, je ne me le dis pas comme ça devant mon miroir tous les matins, mais c'est ça, l'enjeu. Et donc, je me suis rendu compte de ça, et 1 an avant les Jeux de Londres, je me suis dit, putain, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et donc, avec mon grand frère et ma femme, parce que oui, j'ai une femme, j'ai cofondé l'association Comme les Autres. Une association qui s'est spécialisée dans l'accompagnement pour personnes handicapées comme moi, victimes d'accidents de la vie, dans leur parcours de reconstruction. En gros, l'idée, c'est nous, ce qu'on a vécu ensemble, pourquoi on ne mettrait pas au service des autres, leur donner une boîte à outils qui leur permet tout simplement, un jour, d'accéder et de réaccéder au bonheur, comme moi j'ai eu la chance de le vivre. Et donc, c'est une association qui se développe,
qui me rend extrêmement heureux parce que je suis quelqu'un d'engagé, mais pour des causes d'intérêt général. Et c'est extrêmement épanouissant. Et ce qui se passe, c'est que depuis maintenant 6 ans, cette association se développe. Et puis moi, j'ai pris une décision. C'était quelques mois après cette très belle photo, où j'ai eu la chance d'être le porte-drapeau aux derniers Jeux paralympiques. Je suis persuadé que vous avez tous suivi assidûment. Vous étiez parmi les 14 millions de personnes qui nous ont suivis et encouragés. Et en fait, je me suis dit, voilà, ça se termine de la plus belle des manières, une vraie reconnaissance de mes pairs pour mes résultats, mais surtout pour mes engagements, pour mes prises de parole, pour ma liberté de ton et pour tout ce que j'entreprends depuis pas mal d'années. Et finalement, tout ça, c'est bien. On parle de sport de haut niveau, on parle d'entrepreneuriat social. J'avais monté aussi une société il y a quelques années, on parle d'associations. Je fais beaucoup de lobbying médiatique et politique pour tout simplement que des gens comme moi ne soient plus des citoyens de seconde zone, qu'on ait les mêmes droits et non pas uniquement les mêmes devoirs, ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui. Et tout ça, voilà, me porte au quotidien. Mais il y a quelque chose, en fait, qui est essentiel dans mon parcours. C'est que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu fonder une famille. Alors, est-ce que c'est parce que je veux simplement reproduire l'image du foyer que j'avais à la maison, que j'ai toujours d'ailleurs, mes parents et mes frères? Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Pendant cette quête frénétique de conquérir la terre entière, je me disais, mais en fait, l'amour, c'est pas pour moi. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus. Une belle kiné qui travaillait pour l'ennemi, c'était la kiné de l'équipe anglaise. On est sortis ensemble et puis on s'est mariés en 2012. Et puis pendant plusieurs années, ça n'a pas été simple, mais on a vécu peut-être ce que le fait d'être porte-drapeau, d'avoir eu 4 médailles paralympiques, peut-être quelque chose de bien plus intense que ça, quelque chose de bien plus fort. C'est que j'ai eu la chance, le 11 mars 2016, de devenir papa. Papa d'un petit Milo. Alors vous aurez compris, hein, Milo, moi je voulais qu'il s'appelle Léon, mais comme j'ai une femme anglaise, elle a gagné, c'est elle qui a porté le bébé. Et j'ai vécu l'émotion la plus violente de mon existence. Et il n'y a rien qui aujourd'hui me rend plus fier de mon parcours, parce que je vais pouvoir le transmettre à ce petit bonhomme, parce que j'espère qu'un jour, à me regarder, qu'il va être fier de moi, fier de ce que j'ai accompli. Et notamment parce que l'engagement, il est essentiel dans votre construction d'être humain, dans votre construction de citoyen. Le sentiment d'utilité, c'est ce qui vous rendra profondément heureux. Et moi, si j'ai eu la chance de vivre ce parcours qui est extraordinaire, pas au sens meilleur que vous, mais pas ordinaire, c'est peut-être tout simplement, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, tout simplement le fait que j'ai été victime le 7 février 2000 d'un merveilleux malheur. Merci.